Bienvenue dans Compta for Good, la RSE en action, qui va aborder aujourd'hui le sujet des labels, des labellisations et pourquoi, comment se labelliser autour de la RSE. Je suis Jean-François Cotin, en charge d'un collectif qui travaille au sein de l'Ordre des experts comptables sur les questions de RSE. Donc, j'ai la chance d'accueillir aujourd'hui Solia Mariette, qui est directrice des opérations chez l'agence Lucie, qui est ancienne de chez Goodwill Management. Bonjour. Bonjour Solia. Et Florian Masseub, qui est associé chez Positive Workplace. Bonjour. Et ancien défenseur d'un certain nombre de sujets qu'il va évoquer au niveau de la CPME. Donc merci à tous les deux d'être là, ça me fait plaisir de vous avoir, d'avoir des gens qui s'y connaissent en label, puisque vous travaillez au quotidien sur ces sujets-là. Et moi, en tant qu'expert comptable, c'est quelque chose d'important. On a de plus en plus de sujets aujourd'hui de nos clients qui nous demandent qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois me labelliser, est-ce que je dois être entreprise à mission, comment je me lance dans une démarche RSE. Donc merci d'être avec moi pour partager ça. Alors, avant, j'avais une petite question un peu personnelle. Florian, pourquoi être devenu associé d'un label ? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller sur ce sujet-là ? Après avoir défendu pendant 10 ans les TPE-PME sur les sujets environnementaux, sociétaux, j'ai voulu passer un peu de l'autre côté de la barrière et puis de mettre en œuvre la RSE de façon très opérationnelle et d'accompagner des entreprises à progresser et à devenir plus responsables sur l'ensemble de leurs sujets, donc avec une vision 360 de la stratégie d'entreprise. Donc passer de la théorie à l'action. Exactement. Bon. Et toi, Solia ? Eh bien moi, c'est une vocation de longue date. Déjà toute petite, je rêvais de sauver la planète. Et donc, je me suis engagée dans une formation en lien avec la préservation de l'environnement. Et ensuite, j'ai élargi vers la RSE plus globalement. Et j'ai fait toute ma carrière dans la RSE. Donc, d'abord dans le conseil en développement durable. Et puis aujourd'hui, au sein de l'agence Lucie pour faire en sorte que toutes les organisations s'engagent dans la RSE. Pour continuer d'essaimer des petites graines. Bon, alors, du coup, les labels, alors on connaît les labels rouges, les choses comme ça, donc qui sont des labels produits, si j'ai bien tout compris. Mais on commence à voir apparaître un certain nombre de labels au niveau de la RSE. Alors, peut-être Solia, est-ce que tu peux nous faire un petit panorama de ce qu'il existe aujourd'hui comme label au sein de la RSE ? Alors, il y a plusieurs labels qui existent sur le marché, des labels sectoriels, mais des labels généralistes RSE. Il y a des labels comme le label Lucie 26000. Il y a le label de l'AFNOR qui s'appelle Engagé RSE. Il y a un label américain qui s'appelle B Corp, et puis il y a le label Positive Workplace aussi. D'accord, donc finalement il y a un peu des gros, des petits gros ou des moyens en devenir, et il y a aussi un certain nombre de nouveaux labels qui approchent une autre démarche. Alors le label Lucie, ça date d'il y a combien de temps ? Alors nous, le label Lucie, en fait, a été créé en 2007 par une association à l'origine qui a créé justement le fameux label rouge et qui souhaitait valoriser les organisations engagées en matière de RSE, et ce avant même la publication de l'ISO 26000, qui est la norme de référence qui définit ce que c'est que la RSE pour les organisations, qui a été publiée qu'en 2010. Donc nous, dès 2007... donc ça fait quand même déjà un certain temps. Alors moi, ce que je trouve intéressant de vous avoir tous les deux, c'est de bien voir que derrière chaque label, il y a une réflexion et il y a une approche un tout petit peu différente. Alors, chez toi, Florian, c'est un label plutôt récent. Alors, pourquoi avoir décidé de créer un label alors qu'on avait déjà un certain nombre de choses qui existaient ? Alors, le fondateur du label, Charles-Henri Mernia, a une entreprise précédente et il avait tout misé sur la qualité de vie au travail. Il souhaitait donner du sens et d'aller un peu plus loin et d'intégrer la RSE, et il cherchait vraiment une RSE très authentique, donnant la parole aux parties prenantes, notamment ses collaborateurs, ses clients et ses fournisseurs, pour voir si ce que lui proposait était bien en adéquation avec les attentes et puis avec le ressenti. Donc il a créé ce label parce que il n'y avait pas de méthodologie qui permettait d'interroger l'ensemble des collaborateurs, des clients et des fournisseurs
Donc, on a créé cette méthodologie avec 2 questionnaires qui sont en miroir, hein, un audit tout à fait classique basé sur l'ISO 26000 et qui vient être confronté à la vision des parties prenantes. Et donc, la note qu'on donne finalement à l'entreprise dépend de ces 2 opérations qui donnent 50% de la note à l'audit et puis 50% de la note aux parties prenantes. Donc, vraiment, la voix des parties prenantes est pratiquement équipondérée avec celle du chef d'entreprise. D'accord. Donc, un label qui se tourne vers les parties prenantes et un label qui a aussi un audit en interne, du coup. Exactement. D'accord. Alors, les parties prenantes, pour être sûr d'avoir bien compris, donc les clients, les fournisseurs. Et les salariés. Les salariés. Les actionnaires, non? Alors, on le fait, mais ça sera pas des questionnaires à grande échelle comme on le fait aujourd'hui. Ce sera plutôt des interviews particulières. D'accord. Parce que d'abord, ils sont pas forcément très nombreux. Et l'idée, c'est pas d'aller voir tous les petits actionnaires de l'entreprise qui, des fois, ne connaissent même pas leur portefeuille d'actions. Mais on est vraiment sur du qualitatif. Alors que sur les salariés, clients, fournisseurs, on est sur du quantitatif. On essaye de recueillir le maximum d'informations avec une échelle de Likert, donc qui va de tout à fait d'accord à pas du tout d'accord. Et puis des questions complémentaires ouvertes qui viennent demander, par exemple, quelles sont les actions que pourrait mettre en place l'entreprise pour améliorer son impact sur l'environnement, sur le social et sur son territoire. D'accord, donc on va chercher de l'idée à l'extérieur. Exactement. D'accord, alors chez Lucie, comment ça se passe comment on fait pour rentrer chez Lucie? Comment on est labellisé? Alors, la labellisation Lucie 26000, c'est une labellisation qui s'envisage dans la durée. C'est une démarche d'amélioration continue et qui permet... Donc, Lucie un jour, Lucie toujours. Voilà, c'est vraiment un engagement qui permet de progresser continuellement dans sa démarche et c'est ce qui permet d'aller toujours plus loin. Donc, il y a plusieurs étapes qui permettent vraiment de faire approprier la RSE en interne par l'entreprise. À savoir, il y a une étape clé de formation à la RSE pour que l'entreprise ait toutes les clés et comprenne bien qu'est-ce que couvre la RSE. Ensuite, il y a une étape d'auto-évaluation où elle fait un diagnostic approfondi de ses pratiques et de ce qu'il faut améliorer. Elle s'évalue elle-même, d'accord. Voilà. Il y a une évaluation externe par des évaluateurs partenaires. Et ensuite, suite à cette évaluation, il y a des recommandations qui sont faites et l'entreprise ou l'organisation doit rédiger un plan de progrès sur 3 ans, puisque l'attribution du label est sur une durée de 3 ans. Et ce n'est pas fini, il y a encore une autre étape qui est le comité de labellisation qui va statuer à la fois sur le niveau de maturité de l'entreprise et à la fois sur son plan d'engagement sur 3 ans. Et l'attribution du label se fait sur ces 2 aspects-là. D'accord, donc vous êtes plutôt sur une démarche sur le moyen terme et par contre, vous avez des audits externalisés, si j'ai bien compris. Audit externalisé et attribution du label par un comité aussi externe à l'agence Lucie. D'accord, alors je sais que vous avez aussi fait un peu l'analyse de ce qui existait à côté. Tu peux peut-être nous dire, Bicorp, comment ça se passe? C'est de l'audit interne, externe, comment ils sont organisés de leur côté? Alors, en fait, il y a un outil qui est en ligne, qui est accessible et gratuit. Donc, toute entreprise peut remplir cet outil. C'est un questionnaire, en fait, avec des choix multiples sur 5 thématiques. Et ensuite, si l'entreprise atteint un score de 80 sur 200, elle est éligible à la labellisation Bicorp. Et à ce moment-là, elle peut faire la demande de se faire labelliser. Et à ce moment-là, il y a une vérification qui est faite, mais plutôt à distance, avec des interviews téléphoniques, des documents qui sont demandés par Bicorp. Et une fois que cette vérification est faite, il y a attribution du label pour 2 ans. D'accord. Alors, Bicorp, donc Florian, c'est compatible, incompatible par rapport à Positive Workplace. Et pour toi, qu'est-ce que tu vois de positif et de moins positif sur ce label? C'est compatible. Il y a des entreprises qui ont plusieurs labels et qui cherchent des choses très différentes. Sur le label américain, Bicorp, j'aime bien aussi cette terminologie de rajouter américain parce que les données sont traitées aux États-Unis. C'est une vision de l'économie qui est plutôt américaine et moins européenne. Nous, ce qu'on défend, c'est une vision de l'économie très européenne. D'accord. Et du coup, ce qu'on souhaite, c'est pas s'opposer à Bicorp, mais c'est de proposer une alternative comme Lucie à un acteur américain qui
voilà, préconisent des choses qui ne sont pas adaptées au marché européen. Il y a certaines questions, même s'ils ont changé leur référentiel, qui n'étaient pas du tout adaptées au marché européen, notamment de connaître sur les aspects ethniques des Oui, on est dans deux collaborateurs. cultures, on est dans des marchés qui sont un peu différents. Et donc, on défend vraiment cette vision européenne qui est assez différente de ce que peut préconiser les États-Unis. D'accord. Alors, pour avoir une idée des tailles, c'est combien d'entreprises à peu près Positive Workplace? C'est 50 entreprises. C'est une cinquantaine, d'accord. Lucie? Alors, 244 qui sont labellisées D'accord. et 600 qui sont en cours de labellisation en tout. Ah, d'accord, donc ça monte quand même vite, c'est bien. Parce que même 50 en 2019, là, vous montez. Et alors, B Corp, c'est quel ordre de grandeur? En France, ils sont aux alentours de 140 labellisés. D'accord. Et au niveau mondial, on a une idée? 3500 environ. D'accord. Donc, c'est finalement quelque chose dont un label qui a une dimension internationale plus ancienne et qui, du coup, s'est déployé plus au niveau international que... Tout à fait. Ils sont arrivés en 2015 en France. D'accord. Ok. Merci pour ce panorama. Alors, moi, dans ma casquette d'expert comptable, ça m'arrive quand même assez souvent de croiser des gens qui sont dans le souhait d'avancer sur la RSE, et c'est quelque chose de plus en plus prégnant. C'est tout l'objectif de Compta for Good, c'est de travailler là-dessus. On voit bien que le monde financier est en train de regarder ça. Alors, pour vous, c'est quand est-ce qu'on se dit, tiens, je vais me labelliser par rapport à rester dans une démarche? Alors, en fait, ça peut servir à différents points, en fait. Soit on est en cours de lancement d'une démarche, on sait qu'on fait des choses, mais on ne sait pas forcément quoi. Souvent, dans les petites entreprises, on le voit. Et on ne sait pas par où commencer. Et dans ce cas-là, un label, ça peut être très pertinent parce que ça va apporter des outils, une méthodologie, ça va faire prendre conscience de ce que c'est que la RSE, tous les enjeux que ça touche, et ça va permettre de structurer une démarche dès le départ et donc de partir sur de bons rails. Donc ça accélère finalement la logique puisqu'on commence avec des outils. Exactement. Ou alors on est avancé, on a une démarche qui est déjà bien établie, une stratégie, et on veut valoriser ce qu'on fait de bien, notamment parce que nos clients nous le demandent, ou parce qu'on nous pose des questions, nos parties prenantes nous posent des questions, nos collaborateurs, par exemple, pour attirer des talents. Aujourd'hui, on sait que c'est un point clé pour recruter. Eh bien, on peut décider à ce moment-là de valoriser toute notre démarche via un label et donc s'engager dans une labellisation pour donner de la crédibilité à cette démarche RSE. D'accord. Et alors, est-ce qu'il y a des contre-indications? Quand est-ce qu'on ne va pas dans une démarche de labellisation? Alors, si on n'est pas convaincu, je dirais. D'accord. Il faut vraiment être convaincu pour que justement ça ne tombe pas dans le greenwashing. Il faut surtout pas s'engager dans une labellisation pour juste faire du greenwashing sans que ce soit un réel engagement derrière. D'accord. Florian, il y a une notion moi qui m'intéresse beaucoup dans la labellisation parce qu'elle a été critiquée notamment dans le monde alimentaire. C'est la notion d'indépendance. Alors comment chez vous êtes indépendant parce que finalement vous gagnez de l'argent grâce à ceux qui vous labellisent. Évidemment. C'est le principe. Le label n'est pas gratuit. Le label, c'est une redevance annuelle. On a deux garde-fous, si j'ose dire. D'abord, c'est que la note est donnée pour moitié par les parties prenantes. Et là, c'est très objectif. Il y a toute une série de questions chez les externes. Sachant que tous les questionnaires qu'on envoie sont anonymes. Il n'y a aucun traçage, on n'a aucun mail. Donc vraiment, pour le coup, on a cet anonymat et cette confidentialité qui est garantie à chacun des répondants. Ça, c'est la première des choses. Et puis la seconde chose, c'est qu'on est doté d'un comité éthique qui va venir regarder en profondeur chacun des dossiers qui pourraient être litigieux, c'est-à-dire soit une entreprise qui n'aurait pas été labellisée, soit une entreprise qui est entre la première étoile et la deuxième étoile, par exemple. Et ce comité est composé d'experts indépendants. Donc, on a certains de nos clients parce qu'il faut qu'on puisse représenter nos clients, mais on a la mairie de Levallois parce qu'on est installé à Levallois. On a des étudiants, notamment de Polytechnique. Voilà, on a vraiment une diversité d'acteurs qui vient vérifier chacun des dossiers qu'on leur présente.
Et on a une note. Donc, tu as dit une étoile ou 2 étoiles. D'accord. On a une note sur 100. Et donc, pour avoir une étoile et être labellisé, il faut avoir au moins 50 points sur 100 et avoir mis en place une première structuration de démarche RSE. Pour avoir 2 étoiles, on demande qu'il y ait un bilan carbone. Et pour avoir 3 étoiles, il faut avoir intégré dans ses statuts la raison d'être. On pense qu'il y a une progression nécessaire dans la démarche RSE et que pour y tendre, il faut passer certains caps. Donc voilà. Et puis, comme on imagine la RSE comme quelque chose d'holistique qui prend en compte l'ensemble des sujets, des notes qui seraient inférieures à un certain niveau, par exemple, une note sur la gouvernance qui serait inférieure à 5, ben voilà, vous n'avez pas le label. Donc il n'y a pas le label. On reste au club Mickey ou au club Piu Piu, mais on n'a pas la première étoile. Non, on rentre dans ce qu'on appelle nous le suivi, parce que le label est valable 3 ans et les contrats sont sur 3 ans, donc on les accompagne, on leur fait des préconisations, ça va entre 40 et 70 préconisations par entreprise sur chacun des sujets, et puis on l'adapte aussi bien à la taille de l'entreprise qu'à son niveau de maturité. Typiquement, une entreprise qui n'a pas de raison d'être, on ne va pas leur dire d'être entreprise à mission. On va leur dire réfléchissez à votre raison d'être. Et puis les entreprises qui ont une raison d'être qui est inscrite dans les statuts, on dit mais peut-être aller un peu plus loin et réfléchissez à être entreprise à mission. Donc on est toujours dans cette progression, voilà, et on les laisse jamais s'enfiler. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait une préconisation, on trouve une solution pour les accompagner, que ce soit un cabinet externe, que ce soit un consultant. Voilà, on essaie toujours d'avoir une RSE extrêmement opérationnelle qui permette de progresser tout de suite. D'accord. Et alors, chez Lucie, comment on réussit à être indépendant ? Alors, il y a différents points qui garantissent cette indépendance. Il y a le fait d'être évalué par des partenaires externes. Oui. Donc, on a des partenaires évaluateurs. Parce que chez vous, l'audit est externalisé, d'accord ? Donc, ils vont sur site. Donc, les évaluations se font sur site avec interview des parties prenantes internes et externes. Donc un échantillon de parties prenantes représentatives. Ensuite, il y a le deuxième point, c'est l'attribution du label qui se fait par un comité de labellisation qui est composé de membres bénévoles externes aussi à l'agence Lucie. D'accord. Alors, il y a souvent une question qui se pose, et d'ailleurs, parfois les gens qui sont autour de la RSE disent que c'est un bon moyen de rallonger les choses. Qu'est-ce que vous pensez de l'approche sectorielle ? Parce que en ce moment, au niveau européen, une des questions qu'on a, c'est d'aller vers des indicateurs RSE au niveau sectoriel et pas au niveau général pour être plus précis. Vous avez un avis là-dessus en tant que représentant de label ? Alors, je pense que l'approche sectorielle est pertinente parce que justement, les enjeux peuvent être différents d'un secteur d'activité à un autre. Ça n'empêche pas qu'on puisse avoir des objectifs ou des indicateurs globaux. Par exemple, sur les émissions carbone, on a tous un objectif global fixé par l'accord de Paris. Et par contre, sa déclinaison pourrait être pertinente sur le plan sectoriel, puisqu'un secteur du BTP par rapport à un secteur bancaire vont pas avoir les mêmes enjeux en termes d'émissions carbone. Donc, il peut y avoir une pertinence à avoir des déclinaisons sectorielles sans pour autant ne pas avoir d'objectifs globaux qui nous guident tous globalement, collectivement. Ça risque pas de trop alourdir ? Je ne pense pas ça. Je pense que ça va plutôt apporter de la précision. De la précision, voilà, exactement, pour les différents secteurs. Et ça va les aider pour savoir quels sont leurs impacts les plus importants. Selon les secteurs d'activité, ça va pas être dans certains, ça va être les déplacements, la logistique. D'autres, ça va être les investissements. Si on parle d'une banque, par exemple. Donc, c'est une approche qui peut apporter plus de précision et de clarté. D'accord. Alors, Florian, pour toi, quel est le rôle d'un expert comptable dans l'accompagnement justement de cette démarche de labellisation ? Il va être très complémentaire, mais comme d'autres conseils à l'entreprise, que ce soit des avocats ou les labels ou les consultants, mais il est extrêmement complémentaire. Le label va faire pour nous une photographie et donner des orientations, des préconisations.
L'expert comptable va permettre aussi de mesurer l'impact réel de la démarche, par exemple en termes d'émissions carbone ou très concrètement en monétaire. Donc je pense que c'est extrêmement complémentaire. Il y a des choses qu'on ne fait pas en interne parce que nous on est là pour vraiment orienter la stratégie de l'entreprise. Donc en complément, l'expert comptable va pouvoir apporter peut-être un peu plus de précision sur tout l'aspect financier et le déploiement de la démarche. Ouais, il va fournir la donnée. Oui, la donnée et venir aussi peut-être la valider. Oui, d'accord. D'accord. Moi, je dirais aussi que ça permet le rôle de l'expert comptable, ça permet, ce serait aussi, d'une part, évaluer le capital immatériel d'une entreprise, parce que quand elle met en place une démarche RSE valorisée par une labellisation, bah, ça va augmenter son capital immatériel, c'est-à-dire qu'elle va avoir un capital humain plus performant, elle va avoir un savoir-faire plus compétitif, plus pertinent, etc. Donc là-dessus, l'expert comptable peut évaluer et voir en quoi la RSE améliore le capital immatériel de l'entreprise. Et il y a aussi ce qu'on appelle la triple comptabilité, d'intégrer en fait le coût des impacts liés de l'entreprise dans son bilan comptable ou son compte de résultat. Et donc d'intégrer le fait que l'entreprise a un coût pour l'environnement. Oui, ça c'est le bout de la suivre sur le plan comptable. C'est le bout de la démarche. Voilà. C'est le bout de la démarche, mais bon, qui n'est encore qu'à un stade de début, puisqu'il y a très très peu d'entreprises qui sont dans cette. Il y en a qui s'engagent, mais c'est vrai que c'est le début. Effectivement. C'est le début. Alors. Quel est pour vous l'apport qu'on peut avoir de rentrer dans un label? Parce que bon, ça a un coût, ça nécessite quand même du temps. Qu'est-ce qu'on y gagne? En interne, on y gagne de l'engagement des collaborateurs. Si la démarche est sincère, évidemment, et qu'elle est portée par le dirigeant, c'est clairement une demande des personnes qui postulent dans les entreprises. Aujourd'hui, on a des questions sur la démarche RSE, comment est-ce que vous êtes organisé. Ça permet aussi de décloisonner l'entreprise, notamment dans les entreprises qui auraient des services bien définis, mais la RSE, elle est transversale. On peut pas avoir une démarche RSE sans se parler, sans échanger sur les sujets, et des fois même de pouvoir se contredire et puis discuter, échanger, argumenter. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc ça, c'est plutôt en interne. Structurer cette stratégie aussi, se donner une vision sur 5, 10 ans et de voir comment est-ce que l'entreprise peut se projeter dans le futur. Et puis en externe, vis-à-vis de ses clients, de ses donneurs d'ordre, c'est extrêmement important. D'abord, il y a des nombreux clients qui demandent de justifier de la démarche RSE et puis de voir quel impact ils ont aussi en termes d'émissions de gaz à effet de serre, par exemple. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis, pour ces fournisseurs, c'est aussi respecter, par exemple, les délais de paiement. C'est les inclure dans cet écosystème qui va faire progresser l'ensemble des acteurs. C'est extrêmement important et nous, dans les études qu'on mène, on voit aussi que beaucoup d'idées remontent des parties prenantes vers l'entreprise et qui permettent soit d'avoir des produits différents ou en tout cas de réorienter le business model vers des choses plus robustes et résilientes. D'accord, donc c'est aussi une source d'apport externe, de choses qui vont remonter. C'est presque le plus important, finalement, parce que le reste, c'est une photographie. En tout cas, on vient vérifier des documents. C'est extrêmement intéressant, mais l'apport des parties prenantes est beaucoup plus riche. Et en tout cas, c'est là où nous, on passe le plus de temps, justement, pour l'analyser et puis en faire une image très concrète pour l'entreprise. Alors, moi, je dirais que c'est ce que ça apporte un label, c'est vraiment de faire prendre du recul à l'entreprise, aux dirigeants, par rapport à la RSE, parce que ça leur fait prendre conscience de tous les enjeux que ça couvre. Et justement, là où il y a un gros levier notamment pour les TPE-PME, c'est de l'intégrer dans leur stratégie globale. Et ça, on le voit à travers notamment une étude qu'on a faite récemment avec Goodwill Management, c'est que aujourd'hui, il y a 85% des TPE-PME déclarent avoir mis en place des actions, mais c'est des actions par-ci par-là, pas forcément coordonnées. D'accord, qui ne sont pas globalisées, centralisées. Voilà. Et il y en a que 14% finalement qui l'ont vraiment intégré dans leur stratégie globale. Et ça, c'est l'avantage d'un label, c'est de placer la RSE vraiment au centre de la prise de décision et de la stratégie de l'entreprise.
Alors moi, à vous écouter, c'est marrant parce qu'il y a une chose que vous n'avez pas dit, mais que moi j'entends quand même de ceux qui sont dans les labels, dans les clients des experts comptables, c'est quand même le fait qu'ils trouvent une communauté de valeurs et une communauté d'action qui derrière permet de faire d'autres choses, soit dans la partie business, soit dans la partie à côté et d'apporter d'autres idées. Donc c'est vrai que c'est une des démarches de labellisation. Alors on voit bien que en vous écoutant, les deux sont différents. C'est deux aspirations différentes, mais qui permettent, je pense, à chacun d'y trouver son compte. Donc ça, je trouve que c'est quand même intéressant et c'est encore un des outils de plus qu'on voit. Moi, j'avais une dernière question à vous poser par rapport à tous ceux qui nous écoutent, qui sont soit dirigeants, soit comptables, soit contrôleurs de gestion. Si vous avez une petite recommandation à leur donner, vous êtes dans le quotidien de la RSE, mais il y en a qui ont envie de se lancer demain. Vous leur conseillez de faire quoi demain matin pour mettre leur petite pierre à l'édifice? Beaucoup de bon sens. Souvent, on se pose plein de questions, mais finalement, avec du bon sens, on trouve beaucoup de réponses. Et nous, ce qu'on préconise le plus en ce moment, c'est de travailler sur l'informatique, sur le numérique. La sobriété. Sobriété numérique. L'impact est invisible, mais il est pourtant énorme. Donc vraiment, ce qu'on préconise souvent aujourd'hui, c'est de travailler sur l'invisible et notamment le numérique. D'accord. Alors, moi, je dirais, c'est s'informer, se former. Parce que souvent, on a peur de s'engager dans la RSE parce qu'on ne sait pas, en fait, ce que ça engage pour l'entreprise. Et donc, se former, s'informer, ça permet de baisser ces barrières de résistance au changement, justement. Et pour rebondir sur le fait, sur la communauté, justement, les labels, ça apporte aussi cette communauté de s'engager et d'intégrer une communauté d'acteurs engagés. Et il y a toute une animation de la communauté, notamment chez Lucie. En tout cas, on le fait. On a notamment lancé la trajectoire Lucie 2030 qui fixe des objectifs à atteindre sur l'énergie-climat, la biodiversité, les richesses humaines. Et donc, ça permet de s'engager et d'aller encore plus loin que la labellisation vers des indicateurs, des objectifs ambitieux. D'accord. On essaiera de se former en allant voir un peu sur vos expériences. On pensera bien à éteindre son ordinateur et à pas trop conserver les données pour faire attention à la sobriété numérique. Je vous remercie à tous les deux pour cet échange. J'espère qu'il aura été utile à nos auditeurs. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation dans vos communautés respectives et peut-être à un de ces jours pour un autre podcast de Compta for Good. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Je suis heureux d'avoir passé ce temps avec vous. Cet épisode vous a plu? N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux ainsi qu'à vos proches. Faisons grandir ensemble la communauté des acteurs engagés. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur vos plateformes préférées ainsi que sur le site de l'Ordre des experts comptables, oec-paris.fr. Compta for Good, la RSE en action, c'est terminé pour cette saison 1. Après 6 épisodes, on arrive au bout de cette quête initiatique et on vous donne rendez-vous pour la saison 2 qui va aborder d'autres sujets, d'autres témoignages et d'autres acteurs pour continuer à avancer ensemble et mettre la RSE en action. Un grand merci de m'avoir écouté jusqu'ici et à bientôt.